on a 500 personnes qui possèdent près de 50% du PIB. Et on ne peut pas faire l'Union européenne contre la France et contre les Françaises et les Français. Il n'y a pas une seule personne au RSA qui veut pas travailler. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'emploi. Oui, il faut travailler moins pour travailler mieux, pour travailler tous. Ils risquent leur vie quand ils traversent la Méditerranée. Il y en a 30 000 qui sont morts. La misère en Afrique, on n'y est pas pour rien. La France insoumise est-elle d'extrême gauche? Non. Faut-il abolir la 5ème République? Oui. Giorgia Meloni est-elle fasciste? Oui. Faut-il davantage développer le nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique? Non. Faut-il le même salaire minimum dans toute l'Europe? Non, pas exactement le même, mais 75% du revenu médian pour un salaire minimum, c'est pas mal. Est-ce que la police tue? Oui. La France doit-elle sortir de l'Union européenne? Non, elle doit sortir des traités. Vladimir Poutine est-il un criminel? Oui, il a du sang sur les mains. Viktor Orban est-il un démocrate? Non, je ne le crois pas. L'Ukraine doit-elle entrer dans l'Union européenne immédiatement? Non. Faut-il une liste NUPES aux élections européennes? Oui, on a même déjà le programme. Faut-il instaurer le vote obligatoire? Oui, nous on y est favorable. Faut-il envoyer des avions de combat à l'Ukraine? Non, il faut une solution diplomatique. Faut-il accueillir tous les réfugiés qui demandent l'asile en France? Il faut une organisation européenne, mais oui, il faut accueillir dignement les réfugiés qui demandent l'asile. Dernière question, la France insoumise aura-t-elle des députés européens en 2024? Oui, et plus qu'en 2019, j'espère. Bonjour Aurélien Lecoq. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le vieux continent. Dans moins d'un an, le 9 juin 2024 précisément, il y a les élections européennes. On sait que les listes a priori de gauche partiront séparées. Il y a 3 thèmes essentiellement qu'on va aborder avec toi. Déjà, la désobéissance aux traités européens, puisque c'est souvent ce que prône la France insoumise à chaque élection européenne. On va également parler des questions écologiques et énergétiques qui sont centrales aujourd'hui. Et enfin, on parlera d'immigration avec notamment ce qui se passe à Lampedusa récemment. Donc, première question sur les traités européens. Quand on regarde votre programme en 2019, la France insoumise souhaitait désobéir aux traités européens pour retrouver notre souveraineté nationale. C'était ce que vous écriviez dans votre programme. Alors, c'est vrai que quand on le lit, on peut se dire est-ce que c'est pas un peu proche de ce que pourrait dire le Rassemblement national? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi, désobéir aux traités? Bon, nous on pense que, et on le dit haut et fort, et je pense qu'en réalité il y a peu de doute, on n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Et si par ailleurs on désobéissait au traité, sans doute qu'avec le Rassemblement national, on ne désobéirait pas au même. Parce que ce qui intéresse le Rassemblement national, comme c'est le cas de leurs amis ailleurs en Europe, on peut penser à Viktor Orban et aux autres, ou même à Meloni en Italie, eux ils désobéissent pour ne pas appliquer les réglementations sur les droits humains. Ils désobéissent pour s'en prendre aux femmes, pour s'en prendre aux étrangers, pour s'en prendre aux homosexuels. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, si on remet en cause le cadre des traités européens, le cadre qui existe aujourd'hui en Europe, c'est justement parce que c'est un cadre qui s'en prend au peuple et qui ne nous permet pas d'appliquer notre programme. Et que si demain, la France insoumise, la NUPES arrive au pouvoir, il ne serait pas acceptable que l'Union européenne nous empêche de le faire. Et aujourd'hui, par exemple, avec la règle des 3% de déficit, c'est pas vrai qu'on peut faire la planification écologique. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on puisse financer notre programme dans le cadre de ces 3% de déficit. Par ailleurs, il faut décomplexer tout le monde parce qu'on nous dit désobéir au traité, c'est terrible. Mais la réalité, c'est qu'il y a de nombreux pays qui désobéissent déjà au traité. La France elle-même désobéit. Nous-mêmes, à l'heure actuelle, on ne respecte pas la règle des 3% de déficit. Je pense qu'au moins, on a l'honnêteté de le dire et de dire nous, on veut changer les choses, on veut changer les traités, mais les traités, tant qu'ils ne nous conviendront pas, on ne les appliquera pas. Tu parlais de cette règle des 3% de déficit. Il y a une autre règle qui va avec, c'est ce qu'on appelle le critère de Maastricht, c'est que la dette publique ne doit pas être supérieure à 60% du PIB. Déjà en 2019, vous disiez que vous vouliez y désobéir. Pourtant, on voit aussi qu'il y a des pays comme la Grèce qui ont pu désobéir à ça, et on a vu dans quel état ils se sont mis en 2012. Il y a quand même eu la grosse crise qui a touché le pays. Quand tu regardes en France, la dette publique, elle est quand même à 115% du PIB. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Est-ce qu'on ne se dirige pas justement à vouloir s'en ficher complètement des règles budgétaires? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que notre dette explose et qu'au final, on doive tous la rembourser? On ne se fiche pas des règles économiques. On a un programme qui économiquement est chiffré, est sérieux. On avait même fait, vous pouvez tous le retrouver en ligne si vous allez sur le chiffrage du programme de la France Insoumise, une longue émission qui montrait comment notre programme, il était même en capacité d'être excédentaire à certains moments. Donc on n'est pas là dans l'idée de dire on fait attention à rien, on se fiche de l'économie, c'est pas vrai. Par contre, à quoi ça sert d'avoir des tableurs Excel bien remplis, des chiffres qui font plaisir à toutes les agences de notation, si dans 50 ans on n'est plus capable de se vivre sur cette planète? Ça sert à rien.
Ça sert à rien. À côté des périls qui sont en face de nous, ces histoires de chiffres qu'on nous brandit ne servent à rien. Alors après, sur la dette, il faut trouver des solutions. Nous, on le dit depuis le début, la solution sur la dette, c'est qu'on ne la payera pas. On ne la payera pas, et effectivement, il ne faut pas que ça a créé des déstabilisations, mais il y a des solutions simples. Eh bien, il suffit que la Banque Centrale Européenne, par exemple, rachète l'ensemble des dettes des États, et puis mette cette dette au frigo. Ça ne crée aucun déséquilibre sur les créanciers, puisqu'ils ont racheté la dette. Et pour autant, la France n'a pas à la payer, et donc on n'a pas de déséquilibre financier. Mais pour ça, il faut que la Banque Centrale Européenne mène une véritable politique. Qu'elle applique une politique économique, une politique monétaire, parce qu'on ne peut pas imaginer que la monnaie, que la Banque centrale soit complètement sortie d'un dispositif politique. On ne peut pas gouverner sans... Et c'est pour ça qu'on est pour la fin de l'indépendance de la Banque centrale européenne et que cette Banque centrale, elle fasse partie des outils que l'Union européenne et les États souverains puissent utiliser. Mais d'ailleurs, je me rappelle que c'est ce que proposait Jean-Luc Mélenchon au moment du plan de relance européen. Il disait qu'il n'y a qu'à pas rembourser une partie de la dette pour justement sauver. Mais bon, l'Union européenne, c'est à 27, il n'y a pas que la France. T'imagines bien que les Allemands vont jamais vouloir, eux qui sont quand même les garants de la rigidité budgétaire, c'est pas les seuls d'ailleurs à l'échelle européenne. Comment tu ferais pour les convaincre justement qu'il ne faut pas rembourser la dette? Il y a quand même cette peur aussi, il y a des économistes qui disent que c'est très dangereux de ne pas rembourser la dette. Certes, on est la France, et il y a 27 pays, mais quand on dit qu'on est la France et qu'il y a 27-26 pays maintenant dans l'Union européenne, on est quand même la France. C'est-à-dire l'un des principaux PIB, bientôt la première population. Et on ne peut pas faire l'Union européenne contre la France et contre les Françaises et les Français. Donc il y a un moment où les Allemands ne pourront pas simplement nous regarder de haut. Il faudra bien qu'ils acceptent de s'asseoir autour de la table et de discuter des conditions. Et puis par ailleurs, on ne le fera pas tout seul. Il va falloir qu'on développe des coopérations, des liens avec d'autres pays. Et on pense, en tout cas de notre côté, celles et ceux avec lesquels ce sera sans doute facile, avec l'Espagne, avec le Portugal, avec les Grecs aussi, qui savent exactement ce que veut dire le système actuel, parce que justement, ça les a mis dans une difficulté immense. Si on est arrivé à cette stratégie, cette théorie, c'est justement parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Grèce. Et qu'on a vu que s'il n'y avait pas un rapport de force qui existait, eh bien les peuples se faisaient écraser. Et nous, on ne veut pas devenir la Grèce. Et on ne veut pas refaire ce qu'a fait François Hollande. C'est-à-dire faire campagne en disant « nous allons renégocier les traités, arriver au pouvoir », se rendre à Berlin, essayer de négocier les traités et 3 jours après, plier bagages, revenir en France, revenir devant le Parlement et dire il faut voter le traité de stabilité budgétaire et financière parce qu'on n'a pas eu le choix, c'est comme ça. Non, nous, on respecte la souveraineté des Français. Si on gagne l'élection présidentielle, on ira voir les Allemands, on ira voir tout le monde et on leur dira maintenant on négocie et si on ne négocie pas, nous on sort des traités. Maintenant, sur la question est-ce que l'Allemagne va accepter, Jean-Luc Mélenchon le disait souvent. Il disait si on s'assoit à la table d'Angela Merkel et qu'on lui dit tu refuses de discuter, très bien, mais la France, elle va arrêter de payer sa cotisation à l'Union européenne, elle va arrêter d'appliquer les traités, qui se lève et qui sort de la pièce. Il disait je suis à peu près sûr que nos amis allemands, ils se lèveront et qu'ils nous rattraperont avant qu'on sorte de la pièce, parce qu'eux non plus ne peuvent pas se permettre que l'Union européenne soit mise en danger. Donc, on assume le rapport de force et on va faire changer les choses. Mais est-ce que ça peut pas être une sorte de Frexit déguisé? Est-ce que justement, si vous n'y arrivez pas et que vous êtes au pouvoir, vous direz dans ce cas-là, on sort de l'Union européenne? Je me demandais justement, est-ce que la France insoumise aime l'Union européenne? On entend Manon Aubry qui disait que le drapeau européen était une forfaiture démocratique. Que le drapeau européen, ça renvoie aussi à une forfaiture démocratique quand on est français. Nous, on ne veut pas sortir de l'Union européenne, simplement, on veut une Union européenne des peuples. On n'aime pas l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire une Union européenne libérale, construite contre les peuples, et qui n'a qu'un seul objectif, c'est de continuer à enrichir toujours les mêmes, qui ne prend aucune décision courageuse, ou plutôt qui prend des décisions qui vont uniquement dans leur intérêt, qui refuse de voir la fraude fiscale au sein même et le dumping fiscal au sein même de l'Union européenne, qui ne veut pas regarder ce qui se passe du côté du Luxembourg, et qui accepte que les gens continuent et à mourir en Méditerranée et à ne pas avoir assez à manger en France et dans tous les pays du Sud. Donc cette Union européenne-là, on n'en veut pas. Nous, on veut en construire une autre. Tu critiquais cette Europe libérale. On regarde les chiffres en 2022. L'Europe, c'est quand même la deuxième puissance économique du monde. Il y a 16 000 milliards d'euros de PIB. En fait, est-ce que le modèle libéral, finalement, quand même, il ne fonctionne pas, il ne crée pas des richesses? On sait que la France insoumise n'est pas la plus grande fan du modèle libéral européen. Mais est-ce qu'il n'a pas fait ses preuves, en fait, finalement? Mais c'est quoi 16 000 milliards
d'euros. Le PIB de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Mais Et ça quand veut même dire- deuxième puissance. Mais ça veut dire quoi? Il sert à quoi cet argent? Le niveau moyen d'habitants, le niveau moyen de revenus par habitant, il est quand même bien plus élevé en Europe. On vit mieux en Europe qu'en Afrique ou en Asie, je pense. Sauf que le revenu moyen, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut regarder, c'est le revenu médian. Parce que s'il y a 16 000 milliards de richesses, c'est très bien. Mais s'il n'y en a que quelques dizaines, quelques centaines ou même que quelques milliers de personnes qui les possèdent, à côté des centaines de millions d'euros, de millions d'autres qui galèrent, ça ne nous intéresse pas. En France, on a 500 personnes qui possèdent près de 50% du PIB. Alors oui, la France est un pays riche, on le sait, on en est très content. Mais sauf que si c'est un pays riche, pour que ce soit 500 qui se gavent pendant que tous les autres galèrent, ça ne nous intéresse pas. Donc cet argent, il existe. On sait que l'Union européenne, on sait que la France est capable de produire d'immenses richesses. Et par ailleurs, ce n'est pas ceux qui les possèdent qui les produisent. Ceux qui produisent les richesses, c'est celles et ceux qui tous les jours vont travailler dans les usines, dans les services, dans le tourisme, dans l'agriculture. C'est eux qui produisent les richesses. Et pourtant, c'est eux qui galèrent. C'est les agriculteurs qui se suicident. C'est les ouvriers avec les morts au travail qui n'arrêtent pas d'augmenter. C'est eux qui produisent les richesses, et y compris dans l'Union européenne. Parce que regardons un petit peu quelle est la mortalité au travail en Pologne, en République tchèque. Et tous ces gens qui produisent ces milliards, ces milliers de milliards de richesses, eh ben, ils ne voient jamais la couleur de tout ça. Et eux, ils ont le droit à uniquement la pauvreté, la galère, la violence, pendant que les autres s'en mettent plein les poches. Donc ça, c'est fini. Si nous, on arrive au pouvoir, l'Union européenne qu'on veut, c'est une Union européenne avec une richesse, une valeur qui soit justement répartie, à commencer par la rendre à celles et ceux qui la produisent. Donc pourquoi pas faire une taxe des superprofits à l'échelle européenne, ou vous voulez la faire à l'échelle française, ou est-ce que vous pensez qu'on peut réunir les 27 à l'échelle, parce que le risque, ce que disent les gens qui sont opposés à la taxe sur les superprofits par exemple en France, c'est que mais ils vont partir à l'étranger. Est-ce que du coup il faut faire une sorte d'ISF européen, de taxe sur les superprofits européens? Qu'est-ce que veut faire la France insoumise sur le sujet de la fiscalité juste? Ce que nous on pense bon pour les Françaises et les Français, on est favorable à le mettre en partage et on le pense bon pour tout le monde. Donc si ça peut s'appliquer à l'échelle de l'Union européenne, on en est très heureux. Donc oui, on est pour un ISF européen, on est pour une taxe sur les superprofits européens. Après, si dans un premier temps il faut l'appliquer en France, on le fera en France. Mais par ailleurs, on est à la fois pour un ISF, des taxes sur les superprofits, une lutte contre la fraude fiscale au niveau européen, mais on est aussi pour étendre des choses qui existent en France aux autres pays. Par exemple, le fait d'avoir un salaire minimum. On est pour qu'il y ait une harmonisation sociale en Europe. Par exemple, on pourrait commencer par dire que dans tous les pays européens, on se met d'accord pour dire qu'il y a un salaire minimum à 75% du revenu médian du pays. Parce qu'évidemment, on ne peut pas dire de but en blanc, voilà, ça va être 1 600 € partout, ça n'a pas de sens dans certains pays. Par contre, 75% du revenu médian dans chaque pays, ça veut dire que en France, ça correspond à peu près à 1 600 € ce qu'on propose. Et ailleurs, ça veut dire que plus personne, en tout cas plus aucun travailleur, et c'est déjà un acquis, ne vivra sous le seuil de pauvreté. On va passer au deuxième thème, les questions énergétiques et les questions écologiques. En 2019, c'était le cas dans le programme de la France Insoumise, ça a aussi été le cas en 2022. Jean-Luc Mélenchon, ou Manon Aubry quand c'était en 2019, se déclarait contre le nucléaire, qui a pourtant été déclaré comme une activité verte au Parlement européen, tu as dû voir ça. On sait qu'il y a quand même la moitié des pays européens qui l'utilisent. C'est une énergie, il faut quand même le rappeler, qui n'émet que très peu de gaz à effet de serre, qui emploie beaucoup de gens en France. Concrètement, comment ça te paraît possible de sortir du nucléaire alors que la demande en énergie ne fait qu'augmenter aujourd'hui, et tu le sais, ne va faire qu'augmenter dans les années à venir. La première question qui se pose, c'est est-ce que le nucléaire, c'est une bonne énergie, fondamentalement? Est-ce que c'est une énergie qui est durable, qui permet de la soutenir très longtemps? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non parce que les déchets qu'on produit avec le nucléaire, on les a sur les bras pour 10 000, 20 000 ans. Et on ne sait pas ce qu'on en fait. On ne sait pas les gérer. Aujourd'hui, la seule solution qu'on a trouvée, c'est les enfouir sous terre. Ça ne règle pas la question de leur dangerosité, ça ne règle pas la question de leur radioactivité, ça coûte évidemment très cher, et ça pollue l'ensemble des sols. On va polluer l'ensemble de notre planète avec des déchets nucléaires, parce qu'il faut se projeter à 10 000, 20 000 ans avant qu'ils ne soient plus radioactifs. Alors, ce que disent les défenseurs du nucléaire, c'est qu'il n'y a que très peu de déchets radioactifs qui sont extrêmement dangereux. C'est-à-dire que la plupart des déchets radioactifs ne le sont pas. On peut discuter sur les quantités de déchets radioactifs. La réalité, c'est qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on en envoie une partie sur d'autres continents, dans des pays plus pauvres, parce qu'on ne les veut pas chez nous. Parce que
On peut dire ce qu'on veut sur les déchets, mais personne n'a envie d'avoir des déchets nucléaires dans son jardin. C'est pas vrai. Après, il y a d'autres arguments. Il y a celui de la dangerosité. La dangerosité du nucléaire. Il y a un seul accident nucléaire et on peut tuer ou rendre invivable une zone avec des millions de gens. C'est ce qu'on disait, il y a des centrales nucléaires en amont de Paris. S'il y a un vrai accident nucléaire, même si c'est très peu probable, si ça n'arrive qu'une seule fois, c'est des dizaines de millions de gens qu'il faut déplacer. Comment on fait? Personne n'y est prêt. On attend juste la catastrophe. Parce que quand il y a un risque, il y a un jour où il finit par se produire. Personne ne l'espère, mais s'il se produit, on ne sait pas ce qu'on fait. Évidemment, ça dégage moins de gaz à effet de serre qu'une centrale à charbon, mais on n'est pas favorable à des centrales à charbon non plus. Nous, on est pour aller vers du renouvelable et on est pour aller sur du tout renouvelable, progressivement. Mais il faut poser l'objectif de la sortie du nucléaire. Et par ailleurs, on va construire des nouvelles centrales nucléaires, mais les anciennes centrales, on ne sait déjà pas quoi en faire. Aujourd'hui, personne ne sait démanteler une centrale nucléaire. Personne. Notre solution aujourd'hui, c'est que les centrales qui arrivent en fin de vie et qui ont 40 ans, on veut les prolonger pour qu'elles aient 60 ans. Mais rien que le passage de 40 à 60, c'est 150 milliards, ce qu'on appelle le grand carénage, c'est 150 milliards d'euros qui sont investis pour prolonger la durée de vie de ces centrales d'uniquement 20 ans et pour que dans 20 ans, on se repose la même question. Donc il y a plein de travailleurs dans le nucléaire et des travailleurs de très haut niveau. C'est ce que tu disais. Mais justement, ces travailleurs de très haut niveau, on est loin de les mettre à la porte. Parce que quand il va falloir arrêter puis démanteler les dizaines de réacteurs qu'on a en France, et ben ils vont, alors qu'on ne sait pas le faire, du travail, de la recherche et ensuite le démantèlement, il y en a probablement, personne ne sait faire, donc on ne sait pas exactement, mais il y en a probablement pour des dizaines d'années de travail. Et par ailleurs, quand on est ingénieur nucléaire, non seulement il y a tout ce travail-là à faire, et puis il y a tout le travail à faire de penser ce qu'on va pouvoir mettre à la place. Quelles énergies renouvelables? Comment on fait pour avoir suffisamment de puissance électrique? Et c'est des sujets qui sont très compliqués. Il y a des pistes aujourd'hui, il y a les hydroliennes, il y a la géothermie, il y a des solutions qui existent. Mais si on veut à terme remplacer le nucléaire, il faut bien qu'il y ait de la recherche pour ça, pour savoir comment faire, pour trouver des modes de production de l'électricité qui soient propres et durables. Et donc plutôt que d'investir de l'argent pour maintenir un nucléaire dont on sait bien que ça va finir par s'écrouler, et ben autant investir dès maintenant de l'argent, et nous on est pour investir beaucoup d'argent, dans le fait de rechercher des énergies qui soient propres et d'être en capacité de les développer. Et moi je suis convaincu, on y arrivera. Après évidemment, ça se fera progressivement. Nous on veut sortir du nucléaire, mais personne n'a dit qu'on allait fermer les centrales du jour au lendemain. C'est pas ça qu'on propose. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution planifiée et ordonnée. Et il vaut mieux une solution planifiée et ordonnée que d'attendre le jour où il y a un accident et de dire il faut tout fermer en panique et là d'avoir rien préparé. Pareil, au sujet des morts du nucléaire, il y a quasiment, même il n'y a aucun d'après des études quand même vérifiées par l'OMS, qui sont morts directement du nucléaire. C'est en fait les effets du nucléaire qui pourraient, enfin c'est ce qu'avancent quand même certaines études officielle. D'abord, on fera croire à personne, très sincèrement, qu'il n'y a jamais eu de mort du nucléaire. Quand il y a eu des accidents nucléaires, à Fukushima et ailleurs, il y a des morts. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas mort sur le coup de l'explosion, parce qu'on a la chance d'avoir évacué à temps ou je ne sais quoi, qu'il n'y a pas de mort du nucléaire. Nécessairement, par la radioactivité, il y a des morts et il y a des générations qui peuvent, et les populations peuvent être touchées sur des générations. Il faut aussi qu'on rentre dans un monde avec une plus grande sobriété. On ne peut pas consommer autant de ressources naturelles, on ne peut pas consommer autant d'hydrocarbures, on ne peut pas consommer... Aujourd'hui, on dépense plus que ce que la planète est en capacité de reproduire. C'est un problème, c'est pour ça qu'on est pour la règle verte. Et sur l'énergie, c'est pareil. Il y a un moment où les dépenses énergétiques ne peuvent pas continuellement s'envoler. Donc, plutôt que de repousser les problèmes et d'attendre le jour où tout s'effondrera et où plus rien ne fonctionnera, prenons le problème sérieusement maintenant. Réunissons des scientifiques, mettons de l'argent dans la recherche et planifions sur les prochaines années, sur peut-être, on disait 2050, sur les 10, 15, 20, 30 ans. Planifions et organisons sérieusement notre sortie du nucléaire, notre sobriété et le développement du renouvelable. Tu parlais de la sobriété justement. Il y a des pays comme l'Allemagne et comme l'Autriche qui ont mis en place un ticket climat à 49 €. Hugo Décrypte, youtubeur un peu plus connu que nous, pour le moment, a interviewé le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est déclaré favorable à une telle expérimentation en France. Clément Beaune, pas plus tard qu'aujourd'hui, le ministre délégué chargé du transport, a renouvelé justement cette initiative. Il a dit qu'il était également favorable à ce ticket climat. Est-ce que c'est quelque chose que pourrait soutenir la France Insoumise quand on sait qu'on a regardé quand même les chiffres,
vous n'avez voté aucun texte proposé par le gouvernement, si je dis pas de bêtises, depuis le début de la législature. Le ticket climat à 49 euros, ça sert à quoi? Ça veut dire qu'on paye 49 euros et qu'on a le droit. Et qu'on a le droit de voyager avec l'ensemble des transports régionaux. Alors ce ne sera pas pour les TGV, ce serait donc pour les TER, ce serait pour les transports en commun. Oui, c'est ça, le métro. Et les métros, voilà, l'ensemble des transports en commun dans les villes. Nous, on est favorable à ce qui est une diminution du coût des transports. Je ne sais pas si 49 euros c'est le bon prix, c'est encore cher pour beaucoup de gens. Il faut que ça puisse être remboursé par les employeurs et pas qu'à 50% à mon avis pour les gens qui vont au travail. Il faut qu'on investisse dans le rail. Mais là où il y a une hypocrisie du gouvernement, c'est qu'ils peuvent faire des belles annonces avec leurs histoires de tickets climat. La réalité, c'est que les trains n'ont jamais été aussi chers, qu'ils sont en train de détruire la SNCF, de préparer l'ouverture à la concurrence, qui ont, et ça tout le monde le sait, des impacts négatifs au possible, et les Anglais s'en mordent les doigts parce qu'eux, ils ont des trains ouverts à la concurrence, et que non seulement les coûts pour les usagers ont explosé, mais en plus, le service s'est dégradé, qu'on n'a jamais fermé autant de petites lignes partout en France, et qu'à chaque fois qu'on interpelle le gouvernement sur une petite ligne qui ferme, il ferme quand même la ligne. Donc, les effets d'annonce, à un moment, c'est sympa, mais ça ne sert qu'à faire de la communication. S'ils veulent un véritable plan du rail en France, c'est possible, ça demande de l'argent, et ça demande surtout de ne pas abandonner la SNCF, de ne pas la diviser, la subdiviser pour essayer d'externaliser, comme on fait à chaque fois, d'externaliser les profits pour ne garder que les pertes, pour dire que c'est pas rentable, pour dire que du coup il faut privatiser. Ça suffit, il faut mettre de l'argent dans le rail, il faut faire en sorte de faire baisser les prix, et surtout il faut avoir une offre qui soit, et un maillage sur le territoire qui soit suffisamment important pour que les gens puissent le prendre. Parce que nous, on est d'accord avec toutes celles et ceux qui disent il faut prendre moins la voiture, parce que la voiture, ça pollue, ça. Ok, mais pour que les gens prennent moins la voiture, il faut qu'il y ait des transports en commun qui soient viables. Et par exemple, nous, on est favorable à ce que les transports en commun dans les villes, ils soient gratuits, pour que les gens puissent se déplacer gratuitement. Parce que les prix, aujourd'hui, ils sont exorbitants quand on prend des tickets de métro. Mais ça n'a pas ruiné les municipalités, ça, de vouloir tout rendre gratuit comme ça? Comment on paye après les chauffeurs de bus? Comment on paye enfin, avec quel argent on le paye, ça, par exemple? Ça a un coût quand même de rendre le transport gratuit. Mais ils sont déjà surendettés, hein, la RATP et la SNCF. Hein. Aujourd'hui, l'école, personne ne paye rien en entrant à l'école. Quand on va à l'école, on n'est pas censé faire un chèque au début de l'année pour dire je paye 50 euros. Tous les Françaises et les Français peuvent aller à l'école. Tous les Françaises et les Français peuvent aller à l'université, même si on commence à y mettre des frais d'inscription. Mais l'université a toujours été gratuite. Quand on va à l'hôpital, on ne paye pas à l'entrée de l'hôpital. Alors pourquoi on serait obligé de payer à l'entrée du bus? Si on veut que ce soit gratuit, il ne faut effectivement pas laisser les municipalités, les communautés d'agglomération, ou même pour les questions de TER, les régions payer. Il ne faut pas qu'elles payent seules, il ne faut pas qu'elles assument seules. Parce qu'aujourd'hui, de la même manière, c'est comme Bruno Le Maire demande, et ben l'État demande aux régions de faire des efforts sur le transport et leur donne aucun argent, voire leur baisse leurs subventions. Donc il faut que l'État assume, donc il faut que l'État finance les régions, il faut que l'État finance les collectivités territoriales, les municipalités, les agglomérations, pour qu'il y ait l'argent, pour payer des chauffeurs de bus et que ce soit gratuit. La gratuité, ça n'existe pas. Ce qui est gratuit, on le paye quelque part. Simplement, au lieu de le payer individuellement, et du coup, que ce soit les pauvres qui aient le plus de mal à le payer, eh ben on le paye collectivement de manière juste et progressive. Le fait de payer l'école gratuite, les services publics de manière générale, mais l'école, l'hôpital ou les transports, s'ils sont gratuits, c'est parce que les plus pauvres donneront 1 euro d'impôt et que les plus riches en donneront plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions. Donc ce sera une augmentation des impôts parce qu'il faudra bien le financer. Donc ça voudrait dire augmenter les impôts, peut-être aussi sur les classes moyennes qui déjà galèrent aussi. Alors justement, ça tombe bien parce que nous on propose aussi une révolution fiscale. Ce qu'il faut comprendre dans le programme de la France Insoumise, dans l'avenir en commun, dans ce qu'a défendu Jean-Luc Mélenchon pendant les différentes présidentielles où il a été candidat, c'est que c'est un changement global de société et que les mesures ne vont pas les unes sans les autres. Tu l'as dit tout à l'heure, la France fait partie des plus grandes puissances du monde parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et bien cet argent, il faut l'utiliser, il faut le répartir. Donc on propose d'augmenter les impôts des plus riches. Mais avec notre révolution fiscale, avec nos changements fiscaux, ce qu'on propose, c'est d'abord de lisser l'imposition sur le revenu. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait 14 tranches d'impôts pour que chacun paye plus justement et limiter les effets de seuil.
pour pas que quand les gens passent d'une tranche à l'autre, pour une différence de revenus faible, les impôts explosent, ce qui, de fait, finit par reposer sur les classes moyennes. Donc, avec 14 tranches d'imposition, tout le monde paye un impôt plus juste. Et la manière dont on redéfinit ces 14 tranches d'imposition fait que toutes les personnes qui, aujourd'hui, gagnent moins de 4 000 € net par mois, payeront moins d'impôts, et que celles qui touchent plus de 4 000 € net par mois, payeront plus d'impôts. Et à partir de 4 000 €, ils payent plus d'impôts, mais là encore de manière progressive. Jusqu'à, pourquoi pas, le fait d'arriver à un salaire maximum. Je crois que nous avions évoqué un salaire maximum à, je ne sais plus, c'était 20 ou 30 000 € par mois. Très sincèrement, avec 20 ou 30 000 € par mois, on vit déjà très correctement. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup plus. Mais et t'as pas peur que justement ces personnes-là, t'as parlé du Luxembourg tout à l'heure, qu'ils aillent justement au Luxembourg, la Suisse c'est transfrontalier, hein, et du coup ils payent pas leurs impôts en France. Est-ce qu'il n'y a pas un risque honnêtement, sincèrement, ou même que des entreprises se disent oh bah mon siège j'ai pu le mettre en France parce qu'avant il y avait de l'attractivité, les insoumis veulent me taxer, je le mets au Luxembourg, je le mets en Suisse, ou même en Irlande, qui sont quand même vraiment pas loin de chez nous, justement avec plein d'avantages fiscaux. Comment on fait justement à l'échelle européenne, parce qu'on sait qu'on n'est pas loin quand même. Alors déjà, ça c'est une excellente réponse. Si on a une harmonisation fiscale européenne, déjà la question se posera beaucoup moins. Si on ne peut pas passer d'un pays à l'autre pour changer de règles fiscales, déjà le problème est en partie réglé. En l'occurrence, ce qu'on sait aujourd'hui, les personnes qui payaient l'ISF et qui partaient de France, ça ne représentait rien du tout. C'était 0,04%, c'est-à-dire rien. Et par ailleurs, 0,04%, on n'a aucune idée si ces gens partent à cause des impôts ou simplement parce qu'ils partent à une telle... C'est tellement infime que c'est possible qu'il y ait simplement des gens qui aillent vivre ailleurs pour des raisons X ou Y. Donc la fuite due aux impôts en France, avant le quinquennat Macron, ça n'existait pas. Donc c'est un fantasme que tout le monde érige en disant attention, les riches vont partir. Non. Les riches, ils ont aussi des enfants qui sont aussi scolarisés en France, ils ne vont pas tous partir. Ensuite, il y a ce que font les Américains. C'est-à-dire que l'impôt peut être lié à la nationalité. Et on peut dire qu'on fait l'impôt universel. C'est ce que font les États-Unis, qui n'est pas le pays le plus communiste du monde, et qui vont chercher leurs ressortissants, qui même s'ils vont vivre à l'étranger, en leur disant « Tu as payé tes impôts à l'étranger, parce que tu vis dans tel pays, c'est normal que tu payes les impôts de la Suisse si tu vis en Suisse, tu utilises aussi leurs services publics, c'est normal. Par contre, si tu y es allé parce qu'il y a moins d'impôts, la différence entre ce que tu as payé là-bas et la différence entre ce que tu dois payer ici, c'est tant, donc on récupère l'argent. Et si on veut récupérer de l'argent, plutôt que de baisser les impôts, il suffit juste de les faire appliquer. C'est quand même incroyable d'avoir un gouvernement avec Gérald Darmanin qui passe son temps à nous dire « La loi, c'est la loi, il faut appliquer la loi, il faut être ferme avec les délinquants » et qui, dans le même temps, refuse d'être ferme avec les délinquants financiers. On est pour recruter des policiers très bien, mais on est aussi pour recruter des inspecteurs des impôts. D'ici 2027, ils vont supprimer 3000 inspecteurs des impôts, 3000 fonctionnaires à la DGFiP. Alors même qu'on sait que 1 euro investi dans l'inspection des impôts, dans la lutte contre la fraude fiscale, 1 euro investi, c'est 24 € qu'on récupère en moyenne derrière. D'ailleurs, si on regarde les rapports du ministère de l'Emploi, ils nous expliquent qu'il y a de moins en moins de chômeurs et que tout va bien dans le meilleur des mondes. De la même manière que ce sont des arguments qu'utilise souvent Bruno Le Maire, en disant « Mais si, on a augmenté les investissements », mais sauf que les investissements qu'ils augmentent, ça ne se traduit pas par des emplois. On a moins de chômage quand même. Ils augmentent le quinquennat Macron. Non, on n'a pas moins de chômage. Ils ont trouvé une méthode absolument géniale qui dit pour qu'il y ait moins de chômage, eh ben, il suffit de compter moins de chômeurs. Donc ils radient les gens du chômage. On a des chiffres et ils disent ah bah lui il est plus au chômage, lui il est plus au chômage, lui il est plus au chômage, lui il est plus au chômage. Ils sont à quelle catégorie du coup les gens Parce qu'ils sont arrivés en fin de droit. Donc ils ne sont plus considérés comme chômeurs, ils ne sont plus considérés comme demandeurs d'emploi. Et donc ils ne sont plus dans les chiffres. Donc, mais c'est sourcé ça ou enfin c'est... Ben oui, bien sûr que c'est sourcé. Ils ne prennent pas en compte dans leurs chiffres du chômage l'ensemble des catégories. Ce qui fait qu'ils annoncent des chiffres du chômage qui sont tronqués. Par exemple, ils ne prennent plus en compte dans les chiffres du chômage les gens qui ont des activités très partielles. C'est-à-dire la personne qui va bosser une fois de temps en temps, mais qui n'a pas de quoi vivre, qui touche très peu d'argent, et ben ceux-là, ils ne sont plus considérés comme chômeurs. Mais si on fait travailler les millions de chômeurs français, tous un jour par mois, dans ces cas-là, il n'y a plus de chômage. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il faut que les gens aient des emplois et des emplois pérennes avec lesquels vivre, avec lesquels ils puissent s'engager, avec lesquels ils puissent, puisque ça leur fait plaisir, investir.
Comment on se projette dans On la vie? soutient la réforme de l'assurance chômage dans ce cas. On incite les personnes au RSA à aller à l'emploi. Mais tout le monde, il n'existe pas une seule personne au RSA qui veut pas un emploi. On vit pas avec le RSA, c'est pas vrai. On vit pas avec quelques centaines d'euros par mois. On n'est pas heureux, on peut pas vivre dignement avec ses enfants quand on a quelques centaines d'euros par mois. Il n'y a pas une seule personne au RSA qui veut pas travailler. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a un emploi pour, je sais plus. Les emplois non pourvus en France aussi. Oui. Direction générale du travail. Quelque chose comme 150 000 pour plusieurs millions. Il y a un emploi pour 16 chômeurs. Donc même si on met tout le monde, les gens dans le... Même si on met toutes les personnes qui n'ont pas... Même si on met une personne dans chaque case d'emploi non pourvu, la réalité c'est qu'il reste des millions de chômeurs. Donc le problème en France, c'est qu'il y a une pénurie d'emplois. Et pour qu'il y ait de nouveau des emplois, il n'y a pas de miracle. Il faut partager le travail. Donc le partage du temps de travail, c'est la dernière fois. Oui, il faut travailler moins pour travailler mieux, pour travailler tous. C'est la dernière fois qu'on a créé beaucoup d'emplois dans le pays, c'était le passage aux 35 heures. Donc il faut rétablir les 35 heures réelles, parce qu'aujourd'hui, avec l'ensemble du nombre de règles de déstructuration du code du travail qu'a créé Emmanuel Macron pendant son premier quinquennat, et y compris pendant le quinquennat de François Hollande où il était déjà aux manettes, les 35 heures n'ont plus de réalité. Donc il faut déjà rétablir les 35 heures réelles. Et ça recréera de l'emploi. Ensuite, il faut, et nous on y est favorable, aller progressivement vers les 32 heures. Et puis après, il faut créer de l'emploi parce qu'on a plein de choses à faire. Si on veut faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la bifurcation écologique, si on veut redévelopper le rail, si on veut faire la sobriété, si on veut retransformer notre société, des grands chantiers, on en a plein à faire. Nous, on avait chiffré, on disait qu'il fallait 3 millions de personnes, par exemple, dans la bifurcation, qu'il allait falloir des centaines de milliers pour retourner à l'agriculture paysanne, qu'il va falloir recruter dans les services publics, parce que quand on n'a plus de profs en face des enfants, il faut recruter des profs. Donc de l'emploi à créer, on en a besoin et on peut en créer absolument partout. Dernière question sur le sujet, après on passera à la troisième partie. Je reviens un peu à ma question initiale, mais du coup, si Clément Beaune propose ce ticket climat à 49 €, est-ce que vous le voterez? Et je pose aussi cette question parce que plus globalement, la France Insoumise a été parfois critiquée sur son opposition parfois trop frontale avec le gouvernement. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, vous êtes même le Rassemblement national a plus voté avec le gouvernement que vous. Même les communistes, les écologistes, les socialistes, vous n'avez voté aucun texte. Est-ce que vous ne voterez aucun texte durant les 5 ans? Est-ce que c'est vraiment une volonté de ne jamais vouloir voter avec les macronistes? Et pourquoi ce choix justement de un peu la radicalité et de ne vouloir être d'accord avec aucune proposition du gouvernement, quand on voit quand même tous les autres partis ont quand même plus ou moins voté au moins une fois avec le gouvernement? Non, mais quand le gouvernement a été d'accord avec nous pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, par exemple, de fait, nous avons voté avec eux. Mais on est en désaccord avec la quasi-totalité ou la totalité de leur projet de loi parce qu'ils ne décrivent pas la société dans laquelle on veut vivre. On est en rupture complète avec le mode de fonctionnement et la vision de la société des macronistes. En rupture complète. Nous, on veut changer cette société de fond en comble. Et donc, on n'est pas d'accord avec les modes de financement qu'ils proposent sur l'ensemble de leurs propositions de loi. On n'est pas d'accord avec leur manière de faire. La réalité, c'est que c'est toujours la même chose. Ils prennent aux plus pauvres pour donner aux plus riches. Et ce sont des règles qui transparaissent dans l'ensemble de leurs propositions de loi. Donc moi, je n'ai pas lu le projet de loi annoncé par Clément Beaune sur les 49 €. J'en sais rien pour regarder en détail. Mais la réalité, c'est que je sais que ça va être une mesure hypocrite qui ne va pas développer le rail réellement, parce qu'à côté de ça, le même ministre tue la SNCF, et que c'est de la poudre aux yeux, comme à chaque fois. Donc, qu'il y ait des projets ambitieux, que Emmanuel Macron change de politique, et dans ces cas-là, sans doute qu'on votera pour. Mais en attendant, la meilleure manière de voter pour notre programme, c'est qu'on remporte les élections, qu'on arrive au pouvoir, et qu'on l'applique nous-mêmes. Je pense que ce sera plus simple. Du coup, ça me permet de passer à la troisième partie. Il y a une tribune récemment qui est parue avec des élus socialistes, le président socialiste Boris Vallaud, Fabien Roussel le communiste, Julien Bayou l'écologiste. Il n'y avait pas un seul insoumis. Il y avait des macronistes à Chaoulier, notamment le président de la commission des lois, pour régulariser les sans-papiers, les travailleurs immigrés sans papiers. C'est quand même une mesure que défend la gauche depuis plusieurs années. Pourquoi les insoumis ont-ils fait le choix de, je ne sais pas si c'était un boycott de cette tribune, mais pourquoi ne se sont-ils pas alliés à cette mesure qui est quand même défendue par la gauche depuis longtemps? Et les autres partis de gauche ont tous, de la NUPES, de l'instance de la NUPES, ils ont tous quand même signé cette tribune.
Les autres partis de gauche n'ont pas signé cette tribune. Des personnalités des uns et des autres l'ont signée. Pour autant, je ne suis pas sûr que ça fasse consensus chez eux. Et je pense que si cette mesure arrive à l'Assemblée nationale, je pense que la NUPES majoritairement votera contre. Parce que justement, il ne s'agit pas de régulariser tous les travailleurs sans papier. Il s'agit de régulariser sur des régularisations courtes et donc précaires, uniquement les travailleurs sans papier sur des métiers dits en tension, décidés par nous. C'est-à-dire qu'on considère qu'on régularise les gens uniquement parce que ça nous sert. Mais les personnes qui sont sans papier, derrière, il y a des réalités, il y a des vies, ce sont des humains. On ne va pas simplement régulariser puis jeter, parce que c'est ça qui est prévu, celles et ceux qui nous permettent de gagner plus d'argent. Quelle est cette vision d'exploitation absolue des gens en se disant « Ah mais les pauvres, ils n'ont pas le choix, très bien, on va les prendre, on va les faire bosser, et puis quand on n'en aura plus besoin, on les jettera. » Mais derrière, ce sont des hommes, ce ne sont pas des objets. Donc oui, on est contre cette vision utilitariste. On est pour une vision qui soit d'abord humaine. Et donc, on est pour donner des papiers à toutes celles et ceux qui aujourd'hui travaillent en France, participent à la production, contribuent à l'économie et, de fait, payent des impôts. Parce qu'on l'oublie aussi, mais tous les sans-papiers sur le sol français, il n'y en a pas un seul qui ne paye pas d'impôts. Il n'y en a pas un seul qui ne contribue pas à l'économie du pays. Ce sont les seuls à vivre en France, à n'avoir le droit de rien et à payer des impôts. Parce que la TVA, tout le monde la paye. Mais t'as pas peur qu'il y ait un appel d'air, du coup, c'est ce que disait Éric Ciotti justement avec cette mesure, c'est pour ça que les Républicains d'ailleurs sont contre. Il a peur qu'il y ait un appel d'air. Lampedusa, il y a quelques jours, il y a eu, selon les chiffres, au moins 7000, quels que soient les chiffres qu'on prend, personnes qui sont arrivées sur l'île de Lampedusa, donc plus que la population de l'île. Est-ce que t'as pas peur qu'en disant venez en France, on vous régularise tous, ça y est, tous les migrants viennent en France et qu'on n'arrive plus du coup à gérer. C'est ce que dit la droite, c'est qu'il faut déjà s'occuper des immigrés qui sont déjà en France avant de vouloir accueillir tout le monde. Mais Éric Ciotti, il pense sincèrement que quand les gens vivent dans un pays où c'est la guerre, où c'est la famine, où parfois ils se cachent des bombes, où ils n'arrivent pas à manger correctement, où ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, ils ouvrent le catalogue des aides sociales et ils se disent quelle est la dernière loi qui a été votée en France ? Est-ce qu'elle ne serait pas plus avantageuse que la dernière loi qui a été votée en Belgique ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Personne ne regarde ça. Quand les gens ils fuient leur pays parce qu'ils ne peuvent pas y vivre. C'est ça la réalité. Personne ne part de gaieté de cœur de son pays. C'est pas vrai. Les gens s'en vont pas de la terre qui les a vus naître, ne se séparent pas de leur famille, de tous leurs amis, de tous les gens qu'ils connaissent, uniquement en se disant « Ah, il paraît qu'il y a une bonne promotion en France. » Non, c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Les gens, ils risquent leur vie quand ils traversent la Méditerranée. Il y en a 30 000 qui sont morts. J'allais venir, ouais, justement. Ouais. Il y en a 30 000 qui sont morts. Et ils le savent. Ils savent bien, comme vous et moi, quand ils vont monter sur un canot pneumatique pour traverser la Méditerranée, ils savent qu'il y a un risque. Ils savent qu'ils risquent leur vie. Et ils ne risquent pas leur vie uniquement en se disant « Il paraît qu'en France, ce sera un peu plus facile maintenant d'avoir un papier si je trouve le bon emploi. » S'ils risquent leur vie, et je l'ai dit, il y en a des dizaines de milliers qui meurent. Et parfois, ils montent sur le bateau avec leurs enfants et ils savent que potentiellement, si ça se passe mal, eux pourront survivre, pas leurs enfants. Ils ne le font pas en se disant qu'à la fin, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne voient pas d'autre choix. Donc, il y a un moment, il faut être rationnel. Et Ciotti, comme les autres, n'est pas rationnel. Parce qu'ils sont incapables de régler la question de l'immigration. Parce qu'ils nous disent qu'ils vont renvoyer les gens dans leur pays, machin truc. C'est pas vrai. Depuis combien de temps ils dirigent, ces gens ? Ciotti, il n'était pas dans la bande avec Sarkozy, Hortefeux, etc. C'est pas vrai. On ne va pas mener une chasse à l'homme dans tout le pays pour savoir qui a ses papiers, qui n'a pas ses papiers. Ils nous disent qu'il y a des centaines de milliers de personnes. Ils vont réussir à trouver des centaines de milliers de personnes, à les regrouper au même endroit, à les faire monter tous dans un avion et pour les emmener où ils ne savent même pas. C'est pas vrai. Donc, il y a un moment où il faut poser les choses rationnellement sur la question. 1, les gens n'ont pas envie de partir de chez eux. Quand ils partent, c'est qu'ils sont forcés. Donc, il faut régler les causes de l'immigration. Il faut régler les causes de l'immigration. Les causes de l'immigration, on les connaît. C'est la guerre. Peut-être qu'il faudrait que la France arrête d'être l'un des premiers fournisseurs d'armes au monde, parce qu'on envoie des armes et des bombes sur le continent d'à côté, et après on se plaint que les gens s'enfuient et du coup arrivent chez nous.
bah, peut-être que déjà on pourrait commencer par arrêter de bombarder leurs maisons. On les aide aussi au Mali. On a fait quand même des opérations justement pour lutter contre le terrorisme là-bas sur place. Bien sûr. Tant mieux si la France agit pour la paix. Bon, le Mali, on peut en discuter, si on doit y rester, etc. Mais au-delà de la question du Mali, il n'empêche qu'on fournit des bombes. Que par ailleurs, et c'est donc la guerre. Deuxième raison de l'immigration, la misère. Et la misère, on n'y est pas pour rien. La misère en Afrique, on n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que les accords de libre-échange inégaux, le pillage des ressources africaines, on a un rôle. Et par exemple, Bolloré, qui est le même qui possède la chaîne d'information CNews, qui passe son temps à nous parler de l'immigration, a des activités économiques, lui, en Afrique, qui pendant 35 ans, il a exploité l'un des plus grands ports du Cameroun et qu'il organise la déforestation de toute une partie de l'Afrique, qui pille les ressources en bois, qui est du bois, qui coûte beaucoup d'argent, qui a une grande valeur, et que c'est lui qui empoche tout l'argent. Mais après, il ne faut pas s'étonner que les gens n'aient plus de quoi manger. On leur a pillé toutes leurs ressources. Donc, mettre fin aux guerres, œuvrer pour la paix, arrêter de vendre des armes. 2, arrêter de piller les ressources de l'Afrique, arrêter de mettre en place des traités de libre-échange inégaux qui font que les gens n'ont plus de quoi manger. Et puis 3, lutter contre le réchauffement climatique. Parce que les réfugiés climatiques, c'est déjà une réalité, mais ça va augmenter. Monsieur Ciotti, il est bien gentil, mais il ne veut rien faire pour le réchauffement climatique. Et il fera quoi quand il y aura 200, 220, 250 millions de réfugiés climatiques qui fuiront des endroits qui ne seront plus habitables? Parce que les eaux auront monté, parce qu'on ne sera plus capable de faire la moindre culture, parce qu'il fera 50 degrés dehors. Il fait déjà 50 degrés dehors à certains endroits, mais que les températures seront insoutenables. Qu'est-ce qu'on fera? Donc, il faut régler les causes de l'immigration et il faut accueillir dignement. Parce qu'une fois que les gens sont là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les remettre à la mer? Non. Il faut les accueillir dignement. Et ça s'organise. Oui, effectivement, quand il y a 11 000 personnes qui arrivent à Lampedusa, les 11 000 ne peuvent pas vivre à Lampedusa. On est bien d'accord. Mais quand on est plusieurs centaines de millions dans l'Union européenne, on ne peut pas accueillir 11 000 personnes? L'Allemagne et la France ont dit non là pour l'instant. Mais... Combien ça fait pour la France? On a dit 250, c'est peut-être 400. Entre 250 et 400 personnes à accueillir en France. On est plus de 65 millions et on n'est pas capable de loger 450 personnes? Quand ça a été 4,8 millions d'Ukrainiens dans l'Union européenne, on en a pris 100 000 en France. Et c'est bien. C'était notre rôle, notre devoir de les accueillir. Mais si on est capable d'accueillir 100 000 Ukrainiens, on peut accueillir les 250 qui sont là. Et de toute façon, vu l'ampleur de ce qu'est l'Union européenne, on est en capacité d'accueillir. Il faut arrêter de raconter des bêtises. On est en capacité d'accueillir, simplement il faut que ça s'organise. Et effectivement, il ne faut pas fermer les yeux. Donc il faut supprimer le règlement de Dublin. Ah ouais, c'était la question. Il faut supprimer le règlement de Dublin parce que... Ça met une pression sur certains pays, du coup, c'est la Grèce. Exactement. C'est le règlement qui dit que le pays dans lequel vous arrivez est ensuite le pays responsable de vous. Mais il est évident que... Et du coup, ça donne... Dublin, la réglementation européenne, elle donne ce qu'on observe. C'est-à-dire des pays, des îles de Grèce ou d'Italie qui effectivement ne savent plus comment faire. Et parce qu'on refuse de les aider, eh bien, les gens vivent dans des conditions déplorables, sont parqués dans des camps là-bas, sont à moitié remis à la mer. Et bien ça, c'est pas possible. Donc, il faut s'organiser. Oui, l'Union européenne est l'une des premières puissances économiques du monde. Oui, l'Union européenne est l'une des premières populations du monde. Donc oui, on est en capacité d'accueillir des gens. Simplement, eh ben, il faut que ce soit un accueil qui soit coordonné, organisé. Et il vaut mieux mettre un petit peu l'argent là-dedans plutôt que de mettre de l'argent dans la militarisation de Frontex, où on va finir par mettre 1 milliard par an, où on emploie 2000 personnes pour essayer d'empêcher les gens d'accoster, pour leur faire peur. C'est pas possible. Plutôt que d'avoir des politiques inhumaines, eh ben, ayons des politiques humaines. Et ce sera la dignité de l'Union européenne, comme ça sera la dignité de la France, d'accueillir celles et ceux qui ne peuvent plus vivre dans leur pays. Du coup, est-ce qu'on soutient le pacte Asile et Immigration de la Commission européenne? Justement, on répartit un peu mieux les immigrés dans les différents pays de l'Union européenne. Et même, par contre, il y a aussi la question de combien des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui, eux, ne veulent pas accueillir les immigrés. Ou alors, ils veulent accueillir la Pologne, mais c'est que les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la France Insoumise soutient ce pacte Asile et Immigration qui est en travail depuis 3 ans et qui devrait normalement voir le jour lors du prochain Conseil européen? Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je n'ai pas lu, donc je ne vais pas dire à quoi je suis d'accord ou pas dedans. Mais
Moi, ce avec quoi je suis favorable, c'est oui, l'organisation d'un accueil qui soit coordonné entre les différents pays de l'Union européenne, que chaque pays puisse accueillir des gens, que la France puisse prendre sa part, de la même manière que les autres pays doivent prendre leur part. Et je suis pour qu'on sanctionne durement celles et ceux qui ne respectent pas les droits humains, et le refus d'accueillir quelqu'un qui est dans une situation de détresse, c'est aussi une attaque aux droits humains. Et donc il faut le dire aux Hongrois et aux Polonais, et s'ils doivent être sanctionnés par l'Union européenne, il faut qu'ils le soient. Parce que c'est une mise en danger de la vie d'autrui, que le droit d'asile, c'est un droit international, qu'ils doivent donner l'asile, et qu'il faut que ça s'applique. Et ma dernière question sur l'immigration, avant celle de Guillaume Carillon, tu as parlé du nombre de morts en Méditerranée, dont le chiffre a plus de 30 000 depuis 2014. Mais comment on fait concrètement pour justement sauver des vies? Est-ce que c'est aux États européens de sauver? Est-ce que c'est les passeurs? Est-ce qu'il faut négocier comme le fait l'Europe avec la Tunisie ou enfin, avec les pays de départ pour justement que en fait, les migrants ne partent pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on dialogue avec les passeurs? Enfin, qui est responsable de ces 30 000 décès en Méditerranée? L'Union européenne porte sa part de responsabilité sur les décès des 30 000 personnes en Méditerranée, comme toutes celles et ceux qui n'ont rien voulu faire, comme toutes celles et ceux qui mettent en place des politiques répressives aux frontières. Que chacun l'entende bien. Les murs n'empêchent pas les gens qui fuient leur pays de passer. Aucun mur dans l'histoire, aucun, n'a empêché les gens de passer. Partout, sur l'ensemble des continents. Parce que quand on fuit la guerre, quand on est menacé, quand c'est notre seule possibilité de survie, eh ben les êtres humains, ils passent les murs, ils passent les mers, ils passent les montagnes. Donc, il faut les secourir lorsqu'ils se retrouvent dans la Méditerranée, les accueillir lorsqu'ils arrivent en France. Nous, on est par exemple pour qu'il puisse y avoir un corps européen de secours en mer. Qu'il puisse y avoir, plutôt que de faire Frontex, l'Union européenne peut investir dans le fait qu'il y ait des secouristes. Quand il y a par ailleurs des associations, des ONG, comme SOS Méditerranée, qui organisent du secours en mer, peut-être que la moindre des choses serait de ne pas les attaquer, de ne pas les mettre en danger, de ne pas refuser que leur bateau accoste. Parce que là aussi, il y a une part de responsabilité. De permettre qu'il y ait des médecins. La position de la France insoumise sur l'immigration est claire. 1. Régler les causes de l'immigration. 2. Accueillir dignement. Très bien, ça a le mérite d'être très clair. On va passer à la question de Guillaume Carillon. Oui, bonjour Aurélien. Une simple question, pourquoi vous ne vous intéressez pas à la sécurité des Français? Pourquoi vous ne vous intéressez pas à la sécurité des gens? Il y a la question du pouvoir d'achat et on est d'accord, elle est essentielle et vous en parlez. On n'a pas les mêmes solutions qui divergent sur cette question-là, mais sur la sécurité, juste, vous ne faites pas le même constat que nous. Donc pourquoi ne pas en parler? Pourquoi vous considérez que ce n'est pas un sujet, alors même qu'il y a des millions de Français qui pourraient être tentés par vos solutions, qui pourraient être tentés par votre parti politique ou par votre représentant et qui se disent que parce que vous êtes absent sur ce terrain-là, eh bien, ils ne voteront pas pour vous? Je suis très content de la question de Guillaume Carayon parce que je pense que je vais le convaincre. Et puis s'il trouve que nos propositions sur le pouvoir d'achat sont très intéressantes et qu'il ne manque que la question de la sécurité, il faut qu'il s'accroche bien parce qu'il va pouvoir voter Mélenchon à la prochaine présidentielle. On est intéressé à la sécurité. On en a tout un livret dans le programme. On en a toujours fait un certain nombre de pages. On a des députés qui en sont spécialistes. C'est le cas notamment d'Hugo Bernalicis qui siège à la commission des lois à l'Assemblée nationale. Et on est favorable, par exemple, parce qu'en général, personne ne lit les programmes, on est favorable à un recrutement de policiers et de gendarmes parce qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes sont en sous-effectif. On est pour la réorientation de leur mission, on est pour refonder la police de la cave au grenier, mais on est par exemple pour le recrutement de policiers et de gendarmes. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi Guillaume Carayon, lui, soutient un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a supprimé des postes de policiers et de gendarmes. Ce n'est pas toujours ceux qui crient le plus fort à la sécurité qui, en réalité, y ont fait le plus de bien. Ensuite, si on veut s'attaquer à la question de la sécurité, il faut la prendre sérieusement. Par exemple, nous on propose de remettre en place une police de proximité. Qu'avait supprimé Sarkozy. Qu'a par exemple supprimé Sarkozy. Une police de proximité qui puisse connaître les gens, connaître leurs problèmes. Que la police ne soit plus simplement un mode de répression, mais qu'elle fasse un véritable travail de terrain. Ensuite, on est pour que la police, elle puisse mener des enquêtes. Parce que je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé dans un commissariat pour pointer un problème divers, mais la police n'a plus les moyens de faire des enquêtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est la politique de Nicolas Sarkozy, sans doute, dont Guillaume Carayon est l'un des premiers soutiens, qui a instauré la politique du chiffre. Mais la politique du chiffre, elle ne vise pas à régler les problèmes. Elle vise à en identifier un maximum pour dire qu'on a fait quelque chose. Par exemple, la politique du chiffre, elle ne fait pas en sorte qu'il y ait des policiers ou des gendarmes qui fassent des enquêtes approfondies pour faire tomber des réseaux de trafiquants. Elle s'intéresse uniquement
à sanctionner tous ceux qui sont au bout de la chaîne pour en avoir le plus possible. C'est-à-dire que plutôt que de lutter contre le trafic de drogue avec des enquêtes au long cours, avec parfois des infiltrations, oui, c'est un travail qui peut prendre des semaines, des mois, un an, parfois plus. Sauf qu'au bout de l'enquête, on fait tomber l'ensemble d'un réseau, on démantèle quelque chose et on a réglé un problème de sécurité. Eh bien, la politique de Sarkozy, ça a été l'inverse. C'est chaque personne qui vend une boulette de shit, on essaye de l'attraper pour dresser un procès verbal. Ah bah oui, ça fait un chiffre très important de procès verbal qu'on a dressé. On a réglé quel problème à la fin? On a réglé quel problème? Donc il faut les prendre les problèmes sérieusement. Dans les quartiers populaires, les gens ont peur de la police. La police ne règle aucun problème de sécurité, au contraire, elle ajoute de l'insécurité. Parce qu'on a une police qui est violente, parce qu'on a une police qui parfois est raciste. Alors qu'on aurait besoin d'une police de proximité, qui connaisse les gens, qui connaisse leurs problèmes et qui soit en capacité de les régler. Si on veut mettre fin au trafic de drogue, prenons, et c'est une partie du trafic de drogue, ce n'est pas la totalité. Prenons par exemple la question du cannabis. Nous, on est favorable à la légalisation du cannabis. Pourquoi? Parce que si on légalise le cannabis, il n'y a plus de trafic de drogue. Il n'y a plus de trafic de cannabis. Donc déjà, ça fait un trafic en moins et ça fait de l'argent qui ne rentre pas, lui, dans les trafics, les réseaux mafieux qui ensuite alimentent des guerres ou des trafics d'êtres humains, etc. Donc déjà, faisons ça. Pour le reste du trafic de drogue, parce qu'on n'est pas pour la légalisation de l'ensemble des drogues, eh ben, il faut qu'il y ait des enquêtes sérieuses. Donc, il faut qu'il y ait des inspecteurs de police. Donc, il faut employer des gens et les former pour être inspecteurs. Pourquoi on a supprimé, j'ai plus les chiffres en tête, mais pourquoi on a supprimé des centres de formation de policiers? Il faut en réouvrir, il faut en augmenter le nombre. Pourquoi on a supprimé, on a diminué le temps de formation des policiers? Il faut augmenter le temps de formation des policiers pour avoir des policiers qui soient efficaces et formés. On a des chiffres ridicules aujourd'hui en France du nombre de personnes, ce sont quelques dizaines je crois, qui s'occupent de la lutte contre le trafic d'armes. Personne ne lutte contre le trafic d'armes alors qu'on sait que les chiffres, eux, du nombre d'armes en circulation sont très élevés. Donc plutôt que de faire les gros bras, quand on voit ce qui se passe par exemple à Marseille, c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est pas très sympa de les citer comme exemple à ce moment-là, mais avec les règlements de compte et l'utilisation d'armes lourdes. Plutôt que de crier sur les plateaux télé, qui a proposé qu'on rende plus large, avec plus de fonctionnaires de police, le nombre de personnes qui font le suivi du trafic d'armes en France? Personne. Donc, il y a des solutions. Mais les solutions, il faut les prendre avec sérieux. Il faut y mettre les moyens et il faut arrêter de faire semblant, de faire de la politique du chiffre, d'utiliser nos forces de l'ordre pour aller matraquer les gens. Nous, on l'assume. On a besoin de moins de policiers pour réprimer la population, pour l'empêcher de s'exprimer, pour aller taper des gamins, pour aller gazer des gens. Et on a besoin de plus de policiers qui font un vrai travail républicain. Je pense que c'est la manière dont c'est présenté souvent par la droite. C'est profondément raciste de dire qu'une personne serait un délinquant parce qu'elle serait issue de l'immigration. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de corrélation entre l'immigration et l'insécurité. Et de l'insécurité, des délits, il y en a toujours eu. Après, oui, pour faire diminuer le niveau de violence d'une société, il faut effectivement qu'on ait une société qui fonctionne. Mais ça, c'est pas de moi. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est de Victor Hugo et c'est vieux comme le monde. Donc oui, il faut des services publics qui fonctionnent. Oui, il faut que les personnes, il faut que tout le monde puisse se sentir intégré. Donc oui, il faut qu'il y ait de l'emploi. Il faut que les gens aient des moyens de s'en sortir. Et effectivement, quand on va faire la chasse à des gens, et il y en a qui finissent parfois en prison ou avec des énormes amendes parce qu'ils ont volé quelque chose dans un magasin, le problème, c'est pas qu'ils aient volé quelque chose dans un magasin. Le problème, c'est qu'ils n'aient pas de quoi manger et que du coup, ils soient contraints d'aller voler quelque chose dans un magasin. Donc, nous, on en est certains. Le programme de l'avenir en commun. Avenir en commun, ça veut dire aussi que notre avenir, il est commun à toutes et tous. Qu'il faut vivre ensemble et qu'on en crée les conditions matérielles pour que ce soit possible. Quand on dit qu'on veut que les êtres humains vivent en harmonie entre eux et avec la nature, avec la nature, c'est l'aspect écologique, mais si on veut que les êtres humains vivent en harmonie entre eux,
Alors oui, il faut que tout le monde puisse se nourrir, il faut que tout le monde puisse se loger, il faut que tout le monde puisse avoir un travail, il faut que tout le monde puisse avoir un salaire décent. Et oui, on vivra mieux tous ensemble dans une société où personne ne vivra sous le seuil de pauvreté, où tout le monde pourra vivre dignement de son travail, où tous les enfants pourront aller à l'école sans avoir faim, où tout le monde pourra avoir des affaires correctes, où au moment où il faut acheter les fournitures scolaires, chacun puisse avoir des fournitures scolaires. D'ailleurs, elles pourraient même être gratuites. Donc bien sûr que pour une société avec moins de violence de manière globale, où tout le monde puisse être plus heureux, il faut que ce soit une société qui soit juste, une société qui soit équilibrée. Et par ailleurs, la violence, elle existe aussi quand les gens se rebellent contre l'injustice. Parce que notre société, elle est injuste. Et donc, les gens n'ont parfois plus que la violence. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Les gens n'ont parfois plus que la violence pour exprimer leur désaccord, leur rébellion, parce que personne ne veut les écouter. Donc, construisons une société juste, faisons disparaître les inégalités, faisons en sorte que toutes et tous puissent vivre au-dessus du seuil de pauvreté, puissent avoir accès à des loisirs, puissent avoir accès à des services publics. Et alors là, oui, on arrivera à construire un monde d'harmonie. Merci beaucoup Aurélien Lecoq pour cette interview. Avant de nous quitter, je vais vous laisser poser une question à Auguste Hott, le président des Jeunes démocrates qu'on reçoit la semaine prochaine. Cher Auguste, la France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Découvre la question d'Aurélien Lecoq et la réponse d'Auguste Hott dans l'interview de ce dernier qui sortira dans quelques semaines. Donc abonne-toi pour recevoir une notification lorsque l'interview sortira. Et en attendant, tu peux aller voir une de ces vidéos qui pourrait sûrement t'intéresser.